Bonjour, bonjour à tous et à toutes qui êtes branchés sur cette interview, sur cette vidéo sur ma chaîne YouTube pour les femmes hypersensibles, hautement sensibles, à haut potentiel sensible. Il y a plusieurs définitions. Et je suis ravie de vous accueillir et d'accueillir mon invité du jour, Annie. Bonjour à toi. Bonjour Lydia. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment ravie pour l'échange que nous allons avoir, qui va inspirer, j'en suis certaine, ces dames surtout, mais parfois c'est des messieurs qui viennent écouter aussi, parce que voilà, il y a aussi des personnes hautement sensibles au masculin. C'est pas une exclusivité féminine. Et c'est très chouette de pouvoir, dire comment on vit les choses, comment on a aussi peut-être eu un parcours d'acceptation, d'assumer cette haute sensibilité. C'est pas toujours évident. Et je suis ravie, voilà, de t'accueillir, Annie, dans ce cycle d'interviews depuis 1 an, hein, puisque je reçois plusieurs personnes. Donc, oser être soi avec sa haute sensibilité. Voilà. Merci beaucoup de m'inviter sur ta chaîne. Ça me fait grand plaisir aussi. Merci réciproque. Alors Annie, si tu veux bien, je vais te présenter en quelques mots pour que donc les auditeurs et les spectateurs puissent te connaître un petit peu. Alors c'est un peu réducteur, hein, bien sûr, mais je pense que voilà, toute l'interview derrière pourra justement donner un peu plus d'informations sur toi et surtout sur des pépites, j'en suis certaine. Annie, donc tu habites au Québec, je pense que peut-être voilà, avec l'accent, certains et certaines s'en seront aperçus. J'adore en fait les accents québécois. Et tu es dans un petit coin, tu as à la fois la mer devant toi, c'est ce que tu me disais là, et tu as la montagne aussi. Tu es dans un petit coin du Québec, un peu peut-être reculé, mais magnifique, la Gaspésie. Donc pour la situer, parce que moi je connaissais pas, qui est à 8 heures, hein, c'est ça, de Montréal à peu près, hein. Donc complètement à l'est, vraiment au bord de l'océan. Voilà, presque plus près de la France. Avec un voilà. Mais et donc Annie, donc tu as eu un parcours atypique, mais j'allais dire comme en bonne personne hypersensible, même si tu n'en avais pas conscience, tu avais conscience qu'effectivement tu as fait des petits boulots et des boulots un peu plus importants, mais pas plus de 3 ans grosso modo, c'est ce que tu me disais, avec cet aspect de t'ennuyer au bout d'un moment, donc du coup tu partais vers d'autres aventures en fait, hein. C'est ce côté aussi multipotentiel qui existe chez un certain nombre d'hypersensibles. Donc tu as démarré par une formation de biologiste, et puis ensuite tu as fait plusieurs jobs, et notamment, moi j'ai noté un fil rouge quand même dans ce que tu m'as dit de ce que tu as fait. Il y a une histoire en fait de témoigner et de transmettre, comme de l'enseignement. Donc notamment, tu as fait de la vulgarisation scientifique par exemple dans un musée marin, et ensuite tu as plutôt été faire de l'enseignement de l'anglais auprès d'élèves, donc il y a quand même ce fil rouge je trouve. Et aujourd'hui, après un burn-out et du coup une remise en question aussi, tu as fait d'une passion et aussi d'un centre d'intérêt pour aller mieux, le yoga, tu en as fait effectivement un métier. Et c'est aussi une façon de transmettre, hein, quand on est prof de yoga, pour transmettre un mieux-être, un bien-être, une façon autre de se prendre en charge, de prendre soin de soi. Et donc tu as monté ton entreprise il y a 5 ans. Avec les événements qu'on connaît, évidemment, avec le Covid. Voilà, donc tu t'es rendu à l'évidence que le présentiel, ça devenait compliqué, et donc tu as fermé cette entreprise, mais tu n'as pas dit ton dernier mot, parce que ça t'a ouvert un autre champ des possibles, sur plutôt quelque chose de plus large, où tu intègres du yoga, c'est vrai, et c'est une dimension à la fois de formatrice, de conférencière, et aussi d'animatrice d'ateliers, sur le bien-être, avec bien sûr donc du yoga, de la méditation, un domaine aussi tout ce qui est un peu créativité, parce que tu es formé aussi notamment au journal créatif, pour ceux qui connaissent. Tu as à cœur d'aider les femmes à ce qu'elles vivent mieux, et à ce qu'elles puissent aussi révéler leur potentiel, bien sûr,
en s'appuyant sur leurs ressources, hein, en s'ancrant sur leurs ressources. Donc voilà, j'ai un petit peu planté le décor professionnel, mais tu as une autre casquette importante aussi parce que tu es maman solo maintenant, hein, depuis quelques années maintenant, avec 3 grands garçons, voilà, et qui ont aussi, pour certains, hein, tu m'en parlais, aussi des aspects sensibles dans cette particularité en fait de personnalité qui n'est pas une étiquette mais qui est une façon aussi de fonctionner. Voilà Annie, est-ce que tu veux compléter ta présentation de toi? Ben, ça fait drôle de se faire raconter comme ça son histoire par quelqu'un d'autre. Mais non, je pense que tu as bien résumé mon parcours un peu atypique, un peu chaotique, je dirais, mais avec quand même, oui, le fil rouge de l'enseignement qui est toujours là. En fait, je pense que je suis sur la terre pour enseigner des choses. Mmh. De transmettre des connaissances qui est très vulgarisée. Souvent, on me dit que j'ai des images dans mes mots qui parlent fort ou qui marquent. Donc, je pense que oui, je suis ici pour enseigner et effectivement, même si j'ai eu un parcours professionnel un peu en dents de scie, je poursuis cette mission-là qui est un peu plus grande que moi, je dirais, de transmettre des connaissances, puis des expériences aussi, simplement pour aider les gens autour de moi, aider les femmes surtout, parce que c'est surtout des femmes que j'ai eu à accompagner dans mon parcours professionnel, à travers le yoga, à travers mes relations aussi d'amitié et tout ça. Et je vois trop de femmes autour de moi qui se diminuent, qui se tapent sur la tête et qui sont extraordinaires à l'intérieur d'elles-mêmes. Puis je me dis, ben, il faut qu'elles aillent connecter à ça puis qu'elles transmettent ça dans le monde. Donc, j'en ai fait une mission maintenant. Oh yes, quelle belle raison d'être en tout cas, parce que je suis assez d'accord avec toi hein, que les femmes peut-être plus que les hommes, même si au masculin c'est pas toujours facile non plus hein, de vivre et de vivre sa haute sensibilité en particulier, mais je pense que les femmes il y a quelque chose oui de les aider et les coucouner aussi pour qu'elles comprennent que justement c'est à elles maintenant de prendre soin, on en parlait de prendre soin, d'amener de cette douceur aussi avec elle-même, dans ce monde qui a été un petit peu le monde du patriarcat, il faut le reconnaître aussi, sans jugement, hein, c'est un constat, et d'arriver tout doucement à modifier aussi les lignes d'un nouveau paradigme, peut-être qui se met en place sociétalement. Moi, je sens bien, ça résonne bien avec ma mission aussi, ce que tu dis, où on est un peu des œuvrières, pour ouvrières hein, pour créer autre chose que des ouvriers, des ouvrières qui sont plus dans la création en fait que dans faire ce qu'on m'a dit de faire et puis voilà j'obéis quoi hein, donc ça je pense que c'est une autorisation à se donner et à donner aux femmes donc tu as une belle mission en tout cas. Voilà. Annie, du coup, je voulais aussi, peut-être pour les personnes qui nous écouteront, et voilà, dire qu'en fait, moi, ce qui m'a émue aussi, et pourquoi je t'ai demandé, je t'ai invitée dans cette interview, parce qu'on s'est connus dans le cadre d'une formation commune, voilà, atlantique, hein, francophone. Parce que donc on apprend à se connaître et puis on apprend à aller quand ça tilte aussi, quand ça match un peu avec certaines personnes, à aller voir un peu ce que fait la personne. Et moi j'ai beaucoup apprécié, ça m'a ému de t'écouter en fait parce que tu fais des conférences et tu es aussi chroniqueuse. Oui. Et j'aime beaucoup, c'est ce que je disais en préparant l'interview, c'est ce que je disais à Annie d'ailleurs, que j'aime beaucoup sa façon de transmettre qui est fluide, qui est légère, et tu viens de le dire d'ailleurs, qui vulgarise, parce que je pense que tu as une intention d'aider le plus grand nombre, de faciliter l'accès en fait, et ça c'est pas donné à tout le monde. Et il y a vraiment quelque chose de fun et de léger dans ta façon de transmettre qui est très agréable. Voilà. Ah, ben merci, ça me touche beaucoup de recevoir ce commentaire-là ce matin. Mais oui, on me dit ça autour de moi souvent que justement, j'ai une présence qui est lumineuse, puis je pense que j'attire les gens à moi malgré moi grâce à ça. Ouais.
C'est trop génial. Moi, j'adore. Et d'ailleurs, vous pourrez aller écouter Annie parce sous la vidéo, on mettra tous les liens d'Annie, de ses contacts et autres. Donc, vous pourrez aller écouter Annie. Oui. Voilà. Alors, dis-moi, Annie, pour un peu rentrer un peu plus dans le vif du sujet, voilà, de oser être soi avec sa haute sensibilité, est-ce que toi, tu as eu un moment de révélation de cette sensibilité un peu particulière, ou est-ce que tu sens que ça a toujours été et que tu as fait avec, ou parfois difficilement, ou un peu en te posant des questions, et que du coup, comme si, du coup, tu te disais, oui, je suis différente, et puis c'est comme ça, et puis je dois faire avec, quoi. Ou est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, ah, mais ça y est, j'ai compris. Je comprends pourquoi je ne suis pas si bien. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce qu'il y a eu un moment ou pas, en fait, de révélation? Ben, je sais pas s'il y a eu un moment. En fait, je dirais que c'est assez récent que j'ai découvert que ça existait, l'hypersensibilité, et que peut-être je faisais partie de ce groupe-là de gens qui ont une sensibilité peut-être un peu plus grande que les autres. Mais je dirais que tout au long de ma vie, plus adolescente, où j'étais plus consciente peut-être de ma place dans le monde et tout ça, où j'essayais de tracer mon chemin puis de prendre ma place dans le monde, je me suis toujours sentie un peu extraterrestre ou un peu différente des autres ou un peu comme si je pensais pas comme les autres. Ouais. Même dans ma famille, je me disais, je suis pas tombée dans la bonne famille. Ma famille me comprend pas. Mes amis, quand je disais des choses, ils étaient comme un peu, ah, mais quoi que tu parles? Donc, je me suis toujours un peu sentie à part des autres, si on veut, un peu extraterrestre, comme si il y avait des choses que moi je comprenais que les gens comprenaient pas de la même façon. Donc, je dirais que ça a fait partie de moi toute ma vie. Puis oui, ben, j'ai un peu composé avec, mais toujours en me disant, il y a quelque chose qui va pas avec moi. Il y a quelque chose qui cloche avec moi. Les gens comprennent comment ça marche la vie, puis moi, je comprends pas. Moi, je suis pas. Moi, il y a quelque chose qui va pas avec moi. Fait que ça m'a un peu tout le temps habité. Je dirais que ça m'habite encore des fois. Il y a des fois où je me dis, mais voyons, il y a quelque chose que j'ai pas compris, il y a quelque chose qui va pas avec moi. Mais je dirais qu'en découvrant le fait que la multipotentialité existe, que l'hypersensibilité existe, je me suis retrouvée là-dedans, puis ça l'a amené un apaisement. En disant, ben non, il n'y a pas quelque chose qui cloche avec moi. Je suis juste différente. Il y a d'autres personnes comme moi qui comprennent la vie de la même façon que moi. Puis, voilà, c'est tout ce que j'ai perçu comme étant une faiblesse toute ma vie, récemment, est devenu une force pour moi. Je me suis dit, ah, ben moi, je sens des choses que les gens sentent pas nécessairement. Je perçois des choses que les gens perçoivent pas nécessairement. Donc, à quelque part, c'est un don que j'ai. Ce n'est pas une faiblesse d'être plus sensible, d'être plus douce, d'être plus, je sais pas, là, différente des autres, mais c'est plutôt une force. Puis, j'ai décidé de l'utiliser comme telle, puis d'en faire, de l'amener dans mon travail, puis de faire en sorte que je puisse aider des gens avec ça. Mais je dirais que le point où j'ai découvert que j'étais hypersensible, c'est assez récent. Parce que j'ai toujours su que j'étais sensible. Là. Je suis émue à rien. Je regarde les nouvelles. Si c'est triste, je pleure. Bon, j'ai une sensibilité qui a toujours été présente. Mais c'est assez récent que j'ai découvert qu'il y avait plus de personnes qui pouvaient être comme moi. Merci Annie. Et oui, on est quand même 30%, hein, maintenant, enfin d'après les travaux scientifiques récents, on parlait de 20% il y a quelques années et aujourd'hui on parle de 30%, donc c'est pas négligeable, hein, c'est presque un tiers de la population et qui parfois se méconnaît. Moi, ça fait 10 ans, c'est pas non plus si vieux que ça. Hein. Moi, j'ai passé la cinquantaine, donc tu vois, sur une vie, on peut vivre des tas d'années sans effectivement peut-être comprendre pourquoi on se sent en décalage, en fait. C'est quand même cette histoire-là que tu dis toi aussi, hein, j'entends. Hein, il y a quelque chose qui était quand même pas normal chez moi. Enfin, voilà, tu parles d'extraterrestre. C'est vraiment cette sensation, d'ailleurs, qu'ont beaucoup de personnes hypersensibles avant de saisir qu'en fait, ce n'est pas anormal, que c'est pas une maladie. C'est vrai qu'on aime bien dans notre société un peu cataloguer, tu vois, mettre des étiquettes. Je pense que ça rassure l'être humain aussi de mettre dans des catégories
pour dire, bah voilà, comme ça, la normalité, t'es à peu près là. Toi, non, t'es pas normal. Toi, t'es plutôt borderline. Et ça, c'est un problème parce qu'en fait, je pense que l'hypersensible, enfin, c'est pas je pense, j'en suis certaine parce que récemment, en participant donc à la semaine de la sensibilité, donc par l'observatoire, organisé par l'observatoire de la sensibilité, c'est exactement ce qui était dit plusieurs fois. C'est qu'en fait, ce n'est pas, oui, c'est pas quelque chose qui, bah, tu vois, regarde, ça, là, il m'arrive de perdre le fil. Ça, c'est quelque chose que je sais être du côté un peu hypersensible, avec, tu sais, cette effervescence d'idées, et puis le fait d'avoir le cerveau qui part dans plein de sens, parce qu'on est, voilà, on est comme ça. Et en fait, aujourd'hui, je le vis pas mal, parce qu'en fait, je sais que ça fait partie du package. Donc c'est pas grave, le fil reviendra très certainement. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, je suis complètement en compassion par rapport avec ce sentiment que tu avais et parfois qu'on a encore. C'est logique parce qu'il y a 70 personnes ou un peu plus, soit un peu plus de pourcentage, qui vivent autrement, qui sont a priori la norme. A priori, évidemment. Donc c'est normal de se sentir parfois encore un peu en décalage parce que du coup, voilà, il y a peut-être cette compréhension mutuelle qui n'y est pas en fait. Hein. Donc voilà. De quoi toi, tu pourrais dire avec le recul, de quoi tu as le plus peut-être souffert ou qui était lourd, un peu comme du plomb, quelque chose qui effectivement, aujourd'hui, maintenant sachant que tu fonctionnes comme ça, que c'est pas une maladie, que c'est pas effectivement une anormalité, bah ok, c'est plus léger et c'est plus, voilà, si tu l'acceptes quoi. Qu'est-ce qui a été lourd, en fait? C'est l'hyper-émotivité, les montagnes russes émotionnelles. Je dirais que pendant longtemps dans ma vie, c'est mes émotions qui géraient ma façon de vivre les événements. J'étais souvent submergée par un trop-plein d'émotions que j'arrivais pas à gérer parce que j'avais pas d'outils pour le gérer. Donc, je dirais que c'est ça qui a été le plus lourd. Et ben maintenant, en sachant tout ça, j'arrive à naviguer mes émotions plus facilement. J'arrive à moins me laisser submerger par mes émotions en sachant que, bon, ben, je peux la laisser vivre. S'il y a une émotion forte qui est là, je peux la laisser vivre, la laisser s'exprimer comme elle a envie de s'exprimer, puis la laisser aller ensuite pour pouvoir accueillir d'autres émotions plus confortables qui vont venir les remplacer et non pas toujours plonger dans un abîme profond de tristesse, de colère, de peur, de doute pour finalement remonter au bout d'un certain temps vers la joie, des émotions plus lumineuses. J'arrive à rester un peu plus près de la surface et non pas plonger profondément dans mes abîmes intérieurs. Donc, je dirais que c'est ça qui a été le plus difficile à gérer. Il l'est encore, mais j'ai développé avec le temps, bien sûr, des outils pour m'accompagner. Puis, ben, ça me permet justement de mieux naviguer l'océan de mes émotions qui est toujours changeant. Tu sais. Puis, je pense que c'est la même chose pour tout le monde, mais autour de moi, souvent, je voyais des gens qui avaient de l'air toujours un peu égal. Tu sais, il y a quelque chose qui leur arrivait, puis bon, OK, on le vit, là, mais après ça, on passe à autre chose. Puis là, moi, je me disais, mais comment ça, moi, je suis pas capable de me sortir de ça, puis que ça fait des jours que c'est arrivé, puis que ça m'habite encore, puis que ça génère plein de questions. Puis je me faisais souvent dire que je me posais trop de questions dans la vie par les gens autour de moi. Mon Dieu, mais pourquoi tu te poses ces questions-là? Pourquoi tu penses ça? Tu sais? Puis je pense que c'était ça qui était un peu lourd à gérer. Mais c'est ça, avec les outils que j'ai développés avec le temps, ben maintenant, j'arrive à mieux m'accompagner, à reconnaître que, OK, c'est une émotion qui est là, je vais la prendre, je vais vivre avec elle un bout de temps, puis après ça, je vais la laisser aller. Puis ça fait en sorte que ça ouvre un spectre d'émotions plus large, là, que je peux que je peux ressentir de la joie même quand je vis des moments plus difficiles, que ça ouvre la porte à un éventail d'émotions confortables, disons-le comme ça, plus facilement.
Mmh. Ouais, merci, parce que c'est un des aspects, je pense, qui est quand même le plus difficile à vivre au quotidien même, en fait, hein, parce que ça prend dans tous nos domaines de vie, pour le coup, hein, quand on a ce débordement émotionnel qui, comme tu le disais, nous fait descendre parfois dans les abîmes et jusqu'à remettre en question notre vie, quoi, hein. Oui, puis Donc, d'avoir abandonné d'un coup, puis puis là, après ça, faire, ben non, voyons, là, on se relaxe un peu. On se relaxe un peu, on va aller voir qu'est-ce qui résiste pour voir comment on peut naviguer là-dessus et non pas se laisser sombrer. Mais bon, c'est rassurant de savoir que, OK, il y a d'autres gens qui sont comme moi, qui ont ces espèces de montagnes russes émotionnelles-là, puis ouais. Là, je suis tout à fait OK. Enfin, voilà, c'est quelque chose que j'ai vécu moi aussi, et c'est vrai que je pense que dans l'accompagnement du bien-être, c'est un des domaines, hein, sur lequel on accompagne. En tout cas, moi, c'est une des choses sur lesquelles j'accompagne en premier, parce que quand on est dans cet inconfort au quotidien, c'est très compliqué de se poser des questions, même quand on est dans une transition de vie, de qu'est-ce que je vais faire de ma vie, qu'est-ce que effectivement comment je vais solutionner mes problèmes de couple, j'en sais rien, ou d'autres problèmes avec voilà, dans une emprise par exemple toxique, ça peut arriver aussi, parce qu'on est quand même assez sujet aussi à ce type de relation, mais sans cataloguer encore une fois. Mais c'est vrai que ça, tant qu'on n'a pas un peu capté comment ça fonctionne finalement les émotions, c'est difficile effectivement de se poser des questions sur plein d'autres domaines qui ne nous conviennent pas. Donc c'est vraiment intéressant que tu dises que quand même t'as vu le changement toi justement, hein, Ouais. aujourd'hui, en prenant en compte justement les émotions. Et je ne sais pas si tu utilises le mot gérer. Moi, j'aime pas trop le mot gestion, parce que ça veut dire qu'effectivement, on essaye un peu de les maîtriser. Il y a d'autres façons, en tout cas, j'aime bien cette histoire d'ouvrir aussi l'océan et de naviguer dans l'océan. J'aime bien tes métaphores là. Ouais. Ouais, ben moi, en fait, j'ai découvert une façon qui m'a beaucoup aidé à gérer gérer. Moi non plus, j'aime pas tant le gérer, mais plutôt d'exprimer mes émotions pour pouvoir les reconnaître, puis les laisser s'exprimer comme elles ont envie de s'exprimer. Pour moi, ça se passe beaucoup au niveau de la créativité intuitive ou de la lecture intuitive. Souvent, quand je vais vivre une émotion qui est trop forte pour moi, que je me sens submergée par cette émotion-là, je vais la déposer par écrit, sans me casser la tête si c'est beau ce que je suis en train d'écrire, mais je vais juste comme libérer cette émotion-là. Des fois, ça va être à travers la créativité. Je vais prendre de la peinture, je vais prendre des pastels, puis je vais juste comme tout déposer ça. Puis après, il y a comme un apaisement qui arrive. Et justement, après, ça ouvre la porte à autre chose. Parce que sinon, je reste pris dans cette émotion-là parce que j'arrive pas à savoir comment l'exprimer. Là, elle reste comme pris à l'intérieur de moi. Puis là, je me dis, ben, j'ai pas le droit d'être triste à ce point-là. J'ai pas le droit d'être en colère à ce point-là. J'ai pas le droit d'avoir peur à ce point-là. Et là, je reste prisonnière de cette émotion-là pendant des jours. Alors que maintenant, j'arrive à mieux mettre le doigt dessus. Ah, j'ai peur. Mais là, je fouille. Je vais voir. Qu'est-ce qu'elle a à m'enseigner, cette peur-là? Je suis triste. OK, je suis triste. Qu'est-ce qu'elle a à me dire, cette tristesse-là? Et là, je vais aller m'asseoir. Je vais écrire. OK, voilà le message. Je prends le message, puis après ça, je peux continuer ma vie. Et ça m'a pendant des jours et des semaines et des mois. Donc, j'ai l'impression c'est ça, naviguer sur une mer d'émotions, puis de moins plonger profondément. Ah ouais, c'est très beau, et puis ça parle en fait, et ça permet de saisir en quoi c'est essentiel de prendre conscience et d'utiliser effectivement son média. Là, tu parles de l'expression créative, mais il y a d'autres médias pour exprimer en fait, pour pas que ça prenne toutes les dimensions et les profondeurs de notre vie. Donc c'est très, merci pour ce témoignage là, de comment toi tu as transformé. Oui, oui, puis je parle de la créativité, mais tu sais, je suis aussi professeure de yoga, donc à travers le mouvement aussi, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs façons de libérer les émotions ou de les reconnaître, juste en voyant comment le corps réagit. Quand il y a un événement qui arrive, comment mon corps réagit? Est-ce qu'il y a comme une sensation d'espace, d'ouverture, de légèreté, ou alors tout se crispe, il y a comme une espèce de
pas de recul vers l'arrière ou il y a comme une fermeture, il y a comme quelque chose qui veut pas aller de l'avant. Ah, mais ça aussi, ça parle. Puis d'être en contact avec comment le corps parle, puis de développer le dialogue avec son corps, ben ça aide aussi à prendre conscience de ses émotions, puis de voir quand elles arrivent, puis de pouvoir aller dialoguer après avec elles. Donc, tout ça m'accompagne bien. C'est des bons outils que j'ai acquis au courant des dernières années, puis qui m'accompagnent bien dans ma façon de vivre avec ma grande sensibilité. C'est énorme ce que tu dis, hein. Enfin, je vais te dire pourquoi. C'est parce qu'en fait, quand on se vit en mode hérisson, automatiquement, en fait, à un moment donné, on se met en protection parce que justement, le corps que l'on a, nos émotions, nos ressentis, nous heurte quelque part dans la façon d'être en relation avec nous-mêmes et avec les autres. Et comme si, au bout d'un moment, en fait, on va se scléroser sur nous-mêmes et on va se fermer à justement ces ressentis et à ces émotions. Et j'ai appris, alors moi, j'ai pas eu ce volet-là parce que j'étais plus comme toi dans un débordement, en fait, hein, dans l'émotionnel, etc. Mais j'ai appris qu'un certain nombre de personnes hautement sensibles vont jusqu'à ne plus rien ressentir, quoi. Donc ça prouve bien qu'il y a des stratégies par rapport à cette haute sensibilité, quand on ne la comprend pas et qu'on ne sait pas naviguer justement avec tous ces messages du corps et des émotions, qui vont jusqu'à nous bloquer. Et quel dommage, parce que ce sont de vrais messages en fait, des vrais messagères, c'est ce que tu disais en fait, hein, qui autant pour la connaissance de soi, autant pour aussi l'expression de son être. Donc, je crois que là, tu donnes vraiment des clés, en fait. Et ça se réapproprie. Enfin, il me semble, hein, toi, en tant que professeur de yoga, tu peux le dire, ça peut se réapproprier avec le temps, même si on est a priori blindé, si on a tout fermé. Je pense qu'on peut revenir tout doucement, hein. Oui, ben on peut ouvrir le dialogue avec son corps juste en étant à l'écoute à travers la méditation, quand on se dépose en silence, qu'on s'offre la possibilité d'écouter qu'est-ce que notre corps, qu'est-ce que notre cœur a à dire, bien, on entend des messages. Puis là, ça peut avoir l'air un peu bizarre de dire ça comme ça, mais oui, notre corps nous parle juste dans ses réactions, dans ces réactions de fermeture ou de contraction et tout ça, ou même d'ouverture. Il y a des messages là-dedans, puis oui, on peut se l'approprier en devenant juste de plus en plus conscient de comment notre corps nous parle. Puis je pense qu'il doit y avoir autant de langage du corps qu'il y a d'humains sur la Terre. Donc, il suffit juste de voir comment notre corps à nous le fait, puis après ça, de voir comment on peut dialoguer ensemble. C'est ça. Et n'ayons pas peur parce que je pense que sincèrement, là, on va aussi, je vais te poser cette question bientôt, là. Mais je pense que ça peut être vraiment une porte et une voie pour une meilleure vie quelque part avec soi-même, en fait. Ça, même si ça nous fait peur, hein, d'aller ouvrir la boîte de Pandore, entre guillemets. Je pense que ça peut être une vraie piste. Mais voilà, je te poserai une question d'ailleurs tout à l'heure à ce sujet. Mais avant, j'aimerais savoir quand même, est-ce que tu penses, Annie, parce que évidemment, il y a quelques années en arrière, c'était pas tellement vulgarisé, très répandu, hein, cette notion de haut potentiel sensible, hypersensibilité, ultrasensibilité. Qu'est-ce que tu penses justement de cette voie de vulgarisation aujourd'hui dans les médias, aussi par toutes les bibliographies aujourd'hui, il y a un paquet quand même d'auteurs qui écrivent soit pour parler d'eux, hein, en tant qu'autobiographie finalement, ou aussi pour parler un peu plus, on va dire scientifiquement, de comment ça fonctionne. Voilà. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que toi, tu as l'impression que ça peut accompagner, aider, ou au contraire, peut-être enfermer, cataloguer? Enfin, comment toi tu le vois, cette histoire-là? En fait, je dirais que par rapport à mon expérience et le fait d'avoir appris que j'étais hypersensible et que ça a été très aidant pour moi, je pense que ça peut être aidant. Justement, de mettre des mots sur ce qu'on ressent puis qu'on n'est pas capable d'expliquer. D'indiquer que on n'est pas anormal, on n'est pas des extraterrestres parce qu'on vit comme ça. C'est une condition qui définit certaines personnes. Moi, je pense que ça amène un apaisement. Des fois, j'ai un peu de réserve par rapport à ça quand on commence à mettre des mots ou à définir des concepts, parce que ça peut être dangereux, entre guillemets, de se mettre dans des petites boîtes.
puis de dire, ah, ben moi, je suis hypersensible, donc je suis comme ça, c'est pour ça que je réagis comme ça. Mais en fait, puis là, ça ferme un peu la porte en disant, ah, ben moi, je suis comme ça, donc voilà, je me mets dans une petite boîte et puis j'accepte ça, puis je vis avec ça, puis en me disant, ben, je ne travaillerai pas sur moi pour développer des outils pour m'accompagner. Je suis comme ça, donc il n'y a rien à faire. Donc, c'est là où, des fois, je trouve que c'est un peu dangereux de se catégoriser ou de se mettre une étiquette. Puis moi, j'aime pas mettre des étiquettes. Je dis toujours que les étiquettes, c'est pour les vêtements. C'est pas pour nous. Donc, gardons ça pour les vêtements. Mais ça peut vraiment aider à mieux se comprendre. En tout cas, c'est ce que ça a fait pour moi. Toute ma vie, je pensais, je me disais, ah ben moi, c'est ça, je suis trop sensible ou c'était comme une faiblesse pour moi. Alors que quand j'ai appris un peu plus sur le sujet, sur la multipotentialité aussi, puis que j'ai fait, ah, mais OK, ça existe, je suis pas une extraterrestre, il y a d'autres gens comme moi, ça l'a amené vraiment un apaisement. Puis moi, ça m'a ouvert la porte à travailler sur moi en me disant, j'ai une hypersensibilité, voilà, ça fait partie de moi. Comment je peux travailler avec elle pour m'en faire une force finalement et non pas en faire une faiblesse? Comment je peux devenir amie avec elle et faire en sorte que ça me rende service dans ma vie pour m'accompagner moi et peut-être accompagner des gens? Donc, je pense que c'est une bonne idée qu'on répande un peu le sujet, qu'on documente ça pour que les gens se sentent compris, en fait. Je pense que c'est ça l'a apporté. Je me suis sentie compris, pas toute seule, soutenue, en me disant ah ben ok, ça existe. Donc ouais, je pense que ça peut être pour beaucoup de gens. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite pour les personnes qui le vivent pas très bien, en fait, hein, qui l'acceptent pas, et voilà. Alors, justement, je vais te poser la question maintenant. Quel est le cadeau caché pour toi de cette haute sensibilité? Et en d'autres termes, de quoi tu es le plus fier? Parce que, effectivement, on peut le vivre en faiblesse, en fragilité, même en vulnérabilité. Et comment tu vois aujourd'hui que c'est ton trésor ou une partie justement de ton trésor, de qui tu es? Ben, on en parlait avant d'entrer en enregistrement. Je racontais que quand j'ai commencé à offrir des cours de yoga, je préparais mes cours là, avec presque un texte mot pour mot que je lisais pratiquement à mes élèves parce que j'avais une insécurité. Jusqu'au jour où j'avais manqué de temps pour me préparer, puis où je suis arrivée au cours un peu les mains vides, puis où j'ai dit à mes élèves, ben, comment ça va aujourd'hui? Comment vous vous sentez? De quoi vous avez besoin? Et j'ai juste pris quelques respirations. Il y a une séquence de yoga qui s'est bâtie rapidement dans ma tête et j'ai livré ce qui me venait, en fait, ce que je recevais intuitivement à l'intérieur de moi. Et j'ai donné ce cours-là. Et ça a été un des meilleurs cours de yoga que j'ai donné dans toute ma carrière. Les gens m'ont dit à la fin, merci pour ce cours-là. C'était exactement de ça que j'avais besoin aujourd'hui. Donc, moi, c'est ça que ça me donne comme cadeau. J'ai l'impression que j'ai la chance de recevoir des informations qui ne m'appartiennent pas nécessairement, que je comprends pas nécessairement, mais qui font du bien aux gens. Puis, je pensais que tout le monde recevait des messages comme ça, puis il y avait juste à les transmettre, alors que en parlant de ça avec des gens autour de moi, je me suis rendu compte que, non, on n'est pas tous comme ça. On ne reçoit pas nécessairement des messages de je ne sais pas où, mais puis qu'on peut les canaliser pour les transmettre ensuite. Donc, pour moi, c'est un immense cadeau d'avoir ça. Des fois, ça me dépasse, là, dans le sens que je me dis, je reçois trop d'informations. Des fois, c'est comme, OK, chut, il y a trop de voix qui parlent dans ma tête en même temps. Une à la fois, s'il vous plaît. Là, il faut que je ferme un peu, tu sais, le canal, là. Mais je trouve que c'est un immense cadeau. Puis quand j'arrive à être vraiment dans la présence pour accueillir ça, puis canaliser les bonnes informations en me connectant à l'énergie des gens, ou je ne sais même pas en fait comment je fais ça. C'est juste naturel pour moi. Donc, c'est vraiment c'est un immense cadeau. Ça m'aide beaucoup dans mon travail parce que j'accompagne des femmes quand j'enseigne des formations. Il y a comme des fois des inspirations qui n'étaient pas prévues qui viennent. Puis les gens me disent toujours après, cette phrase-là que tu as dit, c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui. Donc, c'est un cadeau parce que je me dis,
Ben, waouh! Waouh, je peux être femme avec ça, puis sans nécessairement savoir d'où ça vient puis pourquoi, mais ça m'aide dans mon travail. Si je suis suffisamment présente pour recevoir ça, ça devient un cadeau. Puis mon hyper émotivité qui a été un frein pendant longtemps dans ma vie, me rend en fait attachante, je crois, parce que je suis capable d'être vulnérable, je suis émue facilement, je suis touchée facilement. Les gens viennent vers moi naturellement, viennent me raconter leur vie des fois sans que je les connaisse vraiment, parce qu'ils sentent probablement une ouverture de ma part. Donc, ça amène de la richesse dans ma vie, ça amène de la richesse dans ma vie. Des fois, j'aimerais ça être un peu moins sensible. J'aimerais ça, j'aimerais ça être capable de me retenir de pleurer quand ça devient comme trop fort. Mais en même temps, ça amène une humanité, je trouve, dans ma façon d'être. Puis ça donne la possibilité aux gens d'être émus facilement aussi, puis d'être touchés, puis de laisser s'exprimer ces émotions-là. Parce que jamais je vais juger ça. Là, je comprends. Là, c'est comme un trop-plein, ça déborde, puis c'est là. C'est là, puis ça devient touchant, je pense, pour les gens. Donc, c'est ça, l'immense cadeau. L'immense cadeau d'être hypersensible. C'est comme une espèce de, je sais pas, de don. Je sais pas comment le dire autrement. Parce que je suis pas capable d'expliquer d'où ça vient puis de comment ça se passe. Mais j'ai ça. Et c'est très bien comme ça d'ailleurs, je trouve ça magnifique parce qu'on n'a pas besoin de tout comprendre non plus, parce que il y a quand même cet esprit rationnel dans nos sociétés qui veut tout comprendre, tout expliquer, tout décortiquer, alors que là on parle finalement de la voix du cœur, de cette voix intuitive. Tu parles d'inspiration, tu parles effectivement de phrases qui te sont données, de besoins, enfin de répondre à des besoins que tu ressens. Donc en fait, c'est comme si tu avais toutes tes écoutilles ouvertes, et notamment pour moi, il y a quand même dans justement cette sensibilité, il y a la partie empathe dont on parle, tu sais, cette empathie, cette compassion, et qui n'est pas quelque chose de réducteur, bien au contraire, puisqu'en fait, ça veut dire qu'on se branche sur effectivement ce que vit la personne, sans être dans le larmoyant et sans être dans quelque chose de toujours faire plaisir à l'autre, mais en l'apprivoisant aussi ce truc-là, je pense qu'on peut dans nos métiers en fait être pertinent, être efficient et être juste en fait finalement dans ce que l'autre a besoin. Donc c'est vraiment un cadeau. Vraiment, puis je dirais que je me suis coupée de ça pendant vraiment longtemps. Parce que justement, je voyais ça comme une faiblesse, donc d'être trop sensible. Donc, des fois, tu parlais tantôt qu'il y en a qui en viennent à ne plus ressentir rien. Je dis pas que je ressentais rien, mais je me bloquais de mes intuitions parce que ça me faisait peur un peu. Puis, en fait, je recevais même pas rien parce que j'étais trop dans le faire ou dans la préparation. Puis, je me bloquais un peu de tout ce qui pourrait arriver de plus. Puis, comme les émotions des autres, justement, ce côté empathique-là me traverse. J'écoute juste un film, c'est de la fiction, puis c'est comme si c'était une histoire que j'étais en train de vivre moi-même. Je vis les émotions comme si c'était en train d'arriver à moi. C'est la même chose pour les gens. Quand les gens me racontent une histoire, ça me touche, ça me soulève, puis je me sens prise presque dans les émotions de l'autre. Donc, des fois, j'ai mis des protections pour me couper de ça. Puis, en t'écoutant parler de tout à l'heure, je me disais, mais mon Dieu, mais j'avais ce cadeau-là toute ma vie, puis j'en ai pas. Bah oui! J'ai juste découvert ça il y a quelques années que, mon Dieu, si je me connecte, je reçois tout ça. Puis dans ma tête, à moi, tout le monde était comme ça, mais c'est ça. J'ai réalisé que non, puis c'est là que c'est devenu Oui, c'est ça. Des fois, on l'apprend à nos dépens, mais en fait, ça, c'est aussi la maturité et puis le fait d'ouvrir les yeux sur arrêter de se mentir aussi et de comment dirais-je d'être une victime. Tu vois, il y a cet aspect-là aussi de dire, mais finalement, tu l'as dit très bien. Ok, je fonctionnais comme ça, mais en fait, j'ai envie quand même de m'améliorer, mais dans le sens d'apprendre en fait à vivre avec ça, parce que c'est pas une tare, mais en même temps je ne reste pas sur ma chaise à me dire finalement les autres n'ont qu'à m'accepter comme ça. Non,
il y a une action en fait volontaire et responsable de dire ok, bon, eh ben je fonctionne comme ça, mais c'est comme une personne qui devient aveugle. Elle peut Mhm. très bien se dire bon ben maintenant c'est bon, donc maintenant tout le monde va s'occuper de moi, je ne vois rien, alors que moi j'ai vu des aveugles hyper autonomes qui étaient même acteurs. Donc du coup, ça dépend vraiment de la façon en fait dont on va percevoir en fait comment a priori ce qui est différent en fait va impacter notre vie, quoi, en positif ou en négatif. C'est Mhm. toujours une histoire de regard en fait, hein, et de Oui, vision, et voilà. Hein, donc oui, ben, j'aime la beaucoup. façon dont on reçoit ça qui va faire qu'on va être la victime de notre vie, qu'on va la subir, ou encore qu'on va être la créatrice, puis qu'on va créer un quotidien qui nous ressemble, en sachant exactement qui on est, puis en étant pleinement consciente de OK, j'ai cette sensibilité-là, OK, j'ai plein d'intérêts, Ouais. je suis un peu éparpillée, mais voilà, je suis comme ça. Donc maintenant, comment je choisis de le mettre à profit dans ma vie, à moi, pour créer le meilleur de moi? Puis comment je choisis de le mettre à profit dans mon travail ou dans mes relations pour accompagner les gens autour de moi. Donc, C'est ça. ça Et, change. peut-être qu'il y a des personnes, en fait, tu vois, il y a quelque chose qui me vient là parce que j'ai écouté récemment un coach dire que en fait, on met à l'ordre du jour quand même beaucoup, par les médias aussi, hein, on véhicule en fait des vies un peu extraordinaires. Mhm. Donc, qui sont inspirantes, certes, mais qui peuvent être bloquantes aussi, parce que c'est comme si en fait on avait tu vois, des critères très hauts. Et encore une fois, ben en fait, comme l'hypersensible est quand même souvent dans un souci de perfectionnisme pour effectivement s'adapter, parfois se suradapter pour être aimé, voilà, accepté, que du coup, bah, en fait, ça devient de plus en plus haut, en fait, les critères, Mhm. et que ça peut être des pressions énormes. Donc, moi, mon objectif, c'est clair et net, et je le redis assez souvent d'ailleurs sur ma chaîne, que quand j'invite des personnes, c'est pas pour effectivement que vous ayez des modèles à copier en vous pensant que vous c'est pas possible parce que là où vous en êtes en fait c'est absolument pas possible. C'est pas dans ce but-là. Moi c'est de dire, en tout cas en écoutant ce coach expliquer ça, il disait que finalement ça serait intéressant d'aller regarder déjà sa propre vie et d'être dans une gratitude. Ça c'est quelque chose à cultiver évidemment, hein, c'est un autre outil puissant pour ce qu'on a et ce qu'on est déjà, parce qu'on a tous quelque part des vies d'exception. Déjà, si on regarde en arrière, si on est déjà là, c'est qu'on est certainement résilient par rapport à un certain nombre de situations, et que peut-être arrêtons de regarder toujours et de comparer surtout nos vies à quelque chose et des critères d'exceptionnalité, parce que finalement, ça deviendra plus exceptionnel finalement, parce que du coup, ça deviendra la normalité. C'est toujours cette histoire, tu vois, d'accepter la différence et d'accepter de ne pas être dans des normes, en fait. C'est quand même, ça revient à ça, hein, et de Ouais. dire qu'on a quelque part à cultiver ce truc-là aussi, sans se comparer, mais en s'améliorant. Le but, c'est quand même de devenir finalement la personne qu'on a envie d'être et de réaliser nos rêves. Donc, si d'autres nous inspirent dans ce sens-là, allons-y, écoutons-les, voilà, mais sans forcément vouloir les copier. Voilà, tu vois, c'est un peu dans cet esprit. Et donc, toi, est-ce que tu as eu des mentors qui t'ont donné envie justement d'avancer vers tes rêves, vers la vie que voilà, la vie que tu voulais vivre. Tu as eu des mentors, même petites, hein, je ne sais pas, même comme des héros. Tu sais, dans sa vie d'enfance, on a parfois des héros de bande dessinée ou de films. Est-ce que ça te vient là comme ça, quelqu'un ou voilà, des personnages qui t'ont inspiré? Ben oui, en fait, j'ai l'impression que j'ai plein de mentors autour de moi. Il y a beaucoup de gens qui m'inspirent. Et avant, j'avais tendance à beaucoup mettre ces gens-là sur un piédestal en me disant waouh, quand je vais être grande, je veux ressembler à cette personne-là. Puis maintenant, ben, ce que je réalise, c'est que ces personnes-là sont comme moi. C'est juste qu'ils ont eu un parcours qui m'inspire moi. Mais souvent, ce qu'on reconnaît chez les autres, on le porte aussi, hein. Donc, maintenant, c'est comme ça que j'utilise ces mentors-là, si on veut. Je me dis, si cette partie-là de cette personne-là m'inspire, c'est que je porte ça moi aussi en moi. Comment je peux cultiver cette partie-là de moi qui est peut-être faible ou atténuée en ce moment pour la mettre un peu plus de l'avant puis avoir une vie qui me ressemble à moi ou une vie que j'ai envie de créer. Mais oui, j'ai beaucoup de mentors. Quand j'étais plus jeune, j'avais une professeure, entre autres, que j'aimais beaucoup, qui était très confiante, très assumée.
Elle savait où elle s'en allait, puis en même temps, elle était super, cool. Mmh. J'adorais cette enseignante-là, puis je me disais: «Quand je vais être grande, je vais être quelqu'un comme ça, de confiante, mais cool, de savoir où je Ça m'en vais». arrive, Annie, hein? Tu vu? Ça va? Oui, 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 oui. Puis aujourd'hui, ben, je suis inspirée par plein de femmes entrepreneurs, étant donné que je suis entrepreneur moi-même. Ben, je vois des femmes entrepreneurs qui réussissent. Mmh. J'aimerais bien être cette femme entrepreneur-là, un jour, pas si lointain. Donc il y a plein de femmes entrepreneurs qui m'inspirent. Puis quand Mmh. je regarde leur parcours, ben, je me dis: «C'est possible pour moi aussi», dans le sens que Mmh. personne qui a une vie parfaite. Tout le monde a vécu ces épreuves qui l'a forgée, qui fait que cette personne-là, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que je choisis maintenant d'envisager mes mentors, de les voir Mmh. comme mes égales, mais avec Mmh. des forces qu'elles ont développées, que Mmh. moi, elles sont là en moi, mais elles doivent être développées un peu plus, là, si on Mmh. C'est encourageant en fait, hein. Ça donne du courage et en oui, même temps du soutien parce qu'elles sont passées par le chemin quelque part. Elles sont peut-être un peu en devant de toi, mais oui, c'est pour t'inspirer et t'encourager en fait à aller de l'avant. oui, oui. Mmh. C'est beau ça. Donc c'est dans cet esprit, hein, vous l'avez compris qu'effectivement, voilà, toutes mes invitées, quelque part, si elles peuvent vous inspirer dans ce sens-là, c'est Mmh. vraiment trop chouette. Ben, on le disait d'ailleurs avant d'enregistrer qu'on est Mmh. toujours le modèle de quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui nous regarde. On a souvent de l'impact sur les gens, des fois en disant un mot, une phrase, juste en étant qui on Mmh. est ou en faisant quelque chose, ça inspire les Mmh. gens sans qu'on mesure l'impact qu'on a sur eux. Donc, on est toujours Mmh. un peu le modèle de quelqu'un. Mmh. Donc, choisissons le genre de modèle qu'on a envie d'être en étant nous-mêmes le plus possible. Oui, c'est ça, Annie. Bah, en étant soi-même. Ouais. Donc la question, on arrive bientôt à la fin de l'interview. La question que j'adore poser, c'est ça, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi oser être toi, avec ta haute sensibilité évidemment, mais de manière concrète, si tu veux, dans ta vie de tous les jours et dans plusieurs domaines aussi, parce que quelque part, on va pas se cantonner à être sensible que dans un domaine en fait, hein. Donc c'est quoi? Comment tu le déclines donc oser être soi? Avec tes mots Mmh. à toi. Avec tes mots à toi, tout simplement. Ben, en fait, ce qui monte présentement en moi, c'est que Mmh. toute ma vie, ou en tout cas une grande partie de ma vie, j'ai essayé d'être la Miss parfaite, Mmh. d'être, tout ce que les autres attendaient que je Mmh. sois pour être aimée. Et Mmh. pour moi, oser être soi, c'est pas nécessairement chercher à être parfaite. C'est Mmh. chercher à mettre de l'avant ses forces, ses dons, ses talents, mais aussi accepter ses faiblesses, ses défis, ce qui est moins naturel pour soi. Mmh. Puis d'avancer avec ça dans le monde sans chercher à nécessairement être aimé à tout prix de tous. Mmh. Que de toute façon, il y a toujours quelqu'un quelque part qui va nous juger quoi que l'on fasse. Puis Mmh. même si on est dans l'optique de devenir une Miss parfaite, il y a quelqu'un qui va juger cette Mmh. Miss parfaite-là anyway. Donc, moi, pour moi, c'est oser être soi, c'est oser afficher ses couleurs, c'est Mmh. oser utiliser son langage propre, ses expressions à Mmh. soi, c'est oser s'habiller comme on a envie, Mmh. oser assumer que, ben, peut-être, justement, on n'est pas parfaite puis que c'est bien correct comme ça. Heu, c'est c'est ça, c'est Mmh. d'avancer Mmh. dans la vie avec qui on est, avec tout de soi. Autant le beau Mmh. que le moins beau, autant l'ombre que la lumière. Puis, ne pas chercher nécessairement à plaire à tous. Mmh. Puis je pense que c'est ce qui fait la richesse du monde. J'utilise beaucoup la métaphore de fleurir, dans mes activités, Mmh. parce que pour moi, les femmes sont toutes des fleurs magnifiques et uniques. Mmh. Et un jardin, il est beau quand il y a plein de fleurs différentes dedans. Il est beau quand il y a des fleurs, de différentes couleurs, de différents parfums, de différentes tailles, de différentes textures. Mmh. Puis je pense que ça fait la richesse de notre monde d'être différent, puis de mettre de l'avant notre différence. Si on est toutes des fleurs pareilles, ben, à un certain moment donné, ça devient, moins intéressant, je pense. Donc, c'est ça d'oser être soi, c'est d'assumer Mmh. la fleur magnifique qu'on est, Mmh. de se bomber le torse intérieurement, puis d'avancer dans la vie avec, tout de soi.
Hmm. Là, c'est dit, hein, vous l'avez entendu le message. Ouais, et puis il y a la posture qui va avec aussi, c'est vrai, tu as raison, hein, parce que on le sait aujourd'hui qu'en fait la façon dont on se tient, ça induit aussi finalement cette estime de soi aussi, hein, ça joue en fait. Hein. Ouais, ben, en Donc fait, ça peut amener d'ailleurs, une confiance et une estime, même si on le sent pas profondément à l'intérieur de soi, juste de se tenir droite, ouais. de relever la tête, le menton, d'assumer la personne magnifique qu'on est, ben ça fait toute la différence. Puis ça stimule justement cette confiance-là, puis cette estime-là à l'intérieur de nous. Je partageais justement un live là-dessus sur mes réseaux sociaux la semaine dernière, donc on est connectés. Alors oui, je pense que on est d'accord qu'effectivement c'est quelque chose qui se construit et on y va pas à pas. Oui, Et voilà. d'ailleurs, tu vois, comme cette histoire de pas à pas, la méthode un petit peu Kaizen, là, tu sais, vraiment y aller, parce que finalement, quand on voit la montagne à escalader, on le sait, c'est hyper, on se dit, on se démotive, quoi, facilement. Alors Mhm. que si, voilà, avec ça, par petits pas, avec stratégie, avec persévérance et patience, pour tout finalement ce qu'on fait dans la vie, c'est possible. Et ça, j'en suis absolument intimement convaincue, personnellement, par rapport à la résilience que j'ai dans plein de domaines, mais je pense que toi, tu pourrais aussi le dire. Et donc, je me dis, qu'est-ce que tu pourrais dire, là, pour terminer un peu l'interview? Qu'est-ce que tu pourrais donner, un petit peu pour résumer, peut-être une posture, une clé, une idée, un outil pour démarrer ou en tout cas continuer sur sa route justement du petit pas par petit pas pour avoir confiance dans cette audace d'être soi, dans cette ode aussi à sa propre vie qui nous est donnée. Hein, on reçoit cette vie. Qu'est-ce que toi, peut-être quelque chose qui t'a aidé toi, ou quelque chose justement qui t'a aidé, pourquoi pas aussi à accepter ta haute sensibilité, que tu as envie de délivrer là, comme un dernier petit cadeau. C'est une grande question. Ben en fait, l'acceptation, je pense que c'est le premier pas vers mettre de l'avant tout de soi. Puis c'est pas facile d'accepter nécessairement des fois des choses qui nous arrivent ou avec lesquelles on est un peu en résistance. Mais je pense qu'on peut pas initier de changement dans notre vie si on n'est pas conscient de qu'est-ce qu'il y a à changer. Puis d'être hypersensible, c'est pas quelque chose qu'on doit changer. Ça fait partie de nous, mais tant qu'on n'est pas conscient de ça ou tant qu'on n'a pas accepté cette sensibilité-là, je pense qu'on va toujours être un peu en résistance ou un peu miné par ce trop-plein de sensibilité-là. Mais à partir du moment où on reconnaît que ça fait partie de nous, puis qu'on accepte que, ben, on est comme ça, ben, je pense qu'après ça, les pas suivants sont plus faciles à faire. Puis on est capable aussi de se voir aller. Puis de voir quand on devient submergé, puis de faire comme OK, wow, 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 là, on se calme, puis on revient, puis comment je peux m'accompagner là-dedans. Donc, je dirais ça. Puis je dirais aussi de développer la capacité à s'observer, un peu comme un témoin bienveillant. En yoga, on parle beaucoup de ça, du témoin bienveillant qui observe la respiration, qui observe le corps, un peu comme quelqu'un qui serait sur notre épaule ici, qui nous regarde aller, qui nous écoute parler, puis qui ne réagit pas dans le jugement par rapport à ce qu'il voit, mais qui accompagne avec bienveillance en disant OK, là, tu es en train d'être submergé par tes émotions, comment tu peux faire autrement? Ou ah, voilà, cette information-là te heurte. OK, tu es hypersensible, ça se peut que ça te heurte, mais qu'est-ce que tu peux faire avec ça maintenant? Fait que un peu de développer cette capacité-là à s'observer dans la vie, à la bienveillance, dans le non-jugement, ben, je pense que ça peut nous aider à se réaligner plus rapidement. Yes, ça c'est une belle piste là à explorer. Merci, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as offert et donné aussi de toi en intimité et puis en voilà avec ta spontanéité et puis ton si beau sourire aussi. C'est vrai que ça transmet hein, automatiquement dans la posture. Je trouve que du coup voilà ton message est véhiculé aussi par Ah, cette lumière, vraiment. merci beaucoup pour la belle invitation, la belle discussion. C'était vraiment un bon moment. Merci.
Avec grand plaisir. Et d'ailleurs, avant que tu nous donnes, parce que si tu as envie de nous donner un peu ton actualité aussi pour les personnes qui voudraient te suivre ou voir te contacter, hein, parce qu'on est en France ou en Belgique, je ne sais pas, hein, là en ligne, hein, c'est tout à fait faisable, hein, la preuve, hein, vous voyez, Oui, on absolument. peut se connecter sans problème à travers l'océan, par-dessus l'océan. Avant ça, est-ce que tu aimerais donner là, pour terminer, un mot ou quelque chose qui te vient, qui conclut en fait son interview, mais pas tant à transmettre sur quelque chose à dire, mais plutôt sur ce que tu ressens là, de comment tu as vécu en fait voilà, cet échange. Je dirais douceur. C'est le mot qui monte. Ça a été comme un moment doux pour moi. Merci. Et gratitude aussi, gratitude de pouvoir justement, grâce à la technologie, partager avec des gens comme toi que j'aurais peut-être pas connus autrement. Donc, gratitude et douceur. Oh, merci beaucoup Annie. Alors dis-moi et dis-nous, quelle est ton actualité, quels sont tes projets, voilà, qu'est-ce que tu veux nous partager? Ben, au moment où cette interview-là va être diffusée, je serai en conférence un peu partout dans ma région. Je serai aussi, j'ai un accompagnement qui s'appelle Fleurir, d'ailleurs, qui va démarrer depuis peu. Donc, voilà ce sur quoi je vais travailler à ce moment-là. Sinon, ben, je continue d'alimenter mes réseaux sociaux et de transmettre des enseignements, des ateliers, des formations sur le web. Donc, voilà. Et oui, et puis tu as une chronique, donc c'est tous les mois, comment ça se passe au niveau de ta chronique là? Oui, j'offre une chronique radio à la radio locale de ma municipalité, donc une fois par mois. Puis une fois que la chronique a été diffusée sur les ondes de la radio, je la mets ensuite sur ma chaîne YouTube. Donc les gens de partout sur la planète peuvent l'entendre. Yes! Donc du coup, vous pourrez voir ça, hein, parce qu'on Oui, mettra tout le lien. oui, des petites chroniques mieux-être, des trucs tout simples là, pour mieux être dans sa vie au quotidien. C'est Voilà. ça. Ça concerne les hypersensibles comme les autres, mais je pense que pour vous, ça peut être vraiment super aussi. Donc voilà, vous repartez avec des petites valises là, hein, de petites pépites et d'outils à expérimenter. Et comme on dit, une chose à la fois aussi. Oui. Et puis surtout, voilà, baisser la pression. Se sentir de plus en plus, pour se sentir à sa place, c'est ça, parce qu'on a tous son unicité. Nous ne sommes pas des étiquettes comme voilà. J'ai beaucoup aimé ta métaphore derrière les vêtements. Nous sommes tous uniques et nous avons. Et je reprends aussi ta deuxième métaphore sur les fleurs. Nous avons tous ensemble à fleurir en fait le jardin du monde. Donc voilà, pas à pas en fait, les choses peuvent se faire et se font et tout ça est ok. Merci infiniment Annie pour ce temps d'échange, ce temps d'interview et d'inspiration. À tout bientôt. Au revoir à vous et à tout bientôt aussi pour une prochaine interview. Comme vous le savez, tous les 15 jours, voilà, vous avez un ou une nouvelle invitée. À très bientôt. Bye.